C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette attaque des ADF dans la ville de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une attaque qui inquiète les observateurs. C'est la première fois depuis plus de 3 ans que le groupe armé affilié à l'État islamique frappe à l'intérieur de la ville. La correspondance à Kinshasa dans ce journal. Ces centaines de jeunes qui ont manifesté dans le centre du Kenya, ils protestaient contre l'ouverture d'un centre de quarantaine dédié aux citoyens américains exposés au virus Ebola. Une mise en place contraire à une décision de justice. Les détails à suivre. Et puis les Sénégalais vont-ils pouvoir aller soutenir leur équipe au mondial de football aux États-Unis? Rien n'est moins sûr. Ils sont placés depuis 2025 sur la liste noire de l'immigration américaine par un décret de Donald Trump. 6 membres de la Fédération sénégalaise de football se sont vus refuser une entrée aux États-Unis. Reportage à suivre. Les ADF, un groupe terroriste d'origine ougandaise affilié à l'État islamique, a de nouveau sévi à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces hommes ont commis un massacre au sein de la communauté pygmée. Au moins 15 personnes ont été tuées selon les autorités locales. Ce nouveau massacre inquiète car c'est la première fois depuis plus de 3 ans que le groupe frappe à l'intérieur de la ville. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Ce sont de nouvelles scènes d'horreur. Des ADF, ces rebelles ougandais affiliés au groupe État islamique, ont fait irruption en pleine nuit dans un campement de la communauté pygmée à Béni. 7 personnes ont été tuées, égorgées. D'autres corps ont été retrouvés dans d'autres quartiers périphériques de Béni. Alors les autorités évoquent 15 civils tués et 1 militaire. Fin 2021, la RDC et l'Ouganda ont lancé une opération militaire conjointe. Si les bases historiques des ADF ont été neutralisées, cette opération peine à faire baisser le niveau de violence contre les civils. Ce nouveau massacre a provoqué la colère de la population qui a manifesté avec les corps de leurs proches tués. Des membres de ma famille ont été tués. Moi, j'ai réussi à fuir. On demande de l'aide au gouvernement. On ne comprend pas pourquoi on nous a tués et massacrés comme ça. Nous voulons que les commandants des opérations soient remplacés, même ceux des services de renseignement, car l'attaque était à 22h, mais personne n'est venu nous aider. Nous sommes tués comme ça. Il faut que le gouverneur mette en place une commission d'enquête pour comprendre. Le gouvernement a affirmé que la traque des ADF est une priorité absolue et que des mesures ont été prises pour renforcer la protection des populations. Alors le territoire de Béni est l'un des ancrages historiques des ADF. Cela fait plus de 10 ans qu'ils y mènent des attaques meurtrières. Mais cette année, les chercheurs disent observer une recrudescence des attaques, affirmant que les rebelles ADF s'en prennent aux civils en représailles aux opérations militaires menées contre le groupe armé. Et puis dans la lutte contre Ebola à Bunia, 4 malades ont réussi à vaincre le variant Budibugyo. Ces patients ont été soignés avec une combinaison d'antibiotiques et d'autres produits comme si elles souffraient également du paludisme. Cela représente un espoir dans la lutte contre le variant pour lequel il n'existe, je rappelle toujours, ni vaccin ni traitement. Et puis cette manifestation à Nanyuki, dans le centre du Kenya, des centaines de jeunes ont manifesté contre la mise en place d'un centre de quarantaine dédié aux citoyens américains exposés au virus Ebola. David Gilberg. La population de Nanyuki venue exprimer sa colère. Des centaines d'habitants de cette petite ville du centre du Kenya se sont regroupés dès le début de la journée devant la base aérienne de Laikipia, sous le regard de quelques militaires en faction. Pas question pour ces manifestants d'accepter que la base accueille un centre de quarantaine pour des malades américains atteints du virus Ebola. Ce centre de quarantaine menace la vie des gens du comté de Laikipia et de tous les Kenyans. Sur la base, il y a une école primaire. Et c'est vraiment triste que même le président de notre pays ne prenne pas ses enfants en considération. Les autorités kenyanes sont d'autant plus critiquées qu'elles n'ont pas communiqué sur la construction de ce centre. Seules des discussions entre Washington et Nairobi étaient évoquées par un communiqué du secrétaire d'État américain publié vendredi. Des sources proches des autorités sanitaires kenyanes affirment qu'un accord existait pourtant depuis la semaine précédente, comme l'a révélé le Wall Street Journal, de quoi éclairer les paroles de Marco Rubio.
Nous ne pouvons pas et ne laisserons pas un seul cas d'Ebola entrer aux États-Unis. Entre-temps, la Haute Cour du Kenya, saisie notamment par cette ONG de veille constitutionnelle, a suspendu vendredi l'installation du site et interdit momentanément l'entrée sur le territoire national de personnes exposées ou infectées par Ebola. Une nouvelle décision est attendue mardi qui devrait préciser les modalités d'application. Le gouvernement kényan, qui avait signé avec les États-Unis un accord de coopération en matière de santé en décembre dernier, pousserait de son côté pour que le centre puisse accueillir d'autres nationalités que les seuls Américains. Une partie de la population semble du même avis. Pourquoi les Américains pensent-ils que leur vie est tellement plus importante que celle des Kenyans, au point d'installer au Kenya un centre réservé exclusivement aux Américains? 13,5 millions de dollars ont été promis par les États-Unis pour financer la réponse sanitaire face à Ebola au Kenya. L'épidémie actuelle, qui a déjà fait près de 250 victimes pour 1 millier de cas recensés, est jusqu'ici surtout localisée dans l'est de la RDC. Quelques malades ont été infectés en Ouganda, pays voisin du Kenya. Le dégel entre Paris et Alger semble en bon chemin. Le ministre de l'Intérieur algérien Saïd Sayoud entame une visite de 2 jours en France. Il a été reçu à l'aéroport du Bourget, au nord-est de Paris, par son homologue français Laurent Nunez. Ces dernières semaines, on a pu assister aux déplacements successifs de ministres français à Alger dans une logique d'apaisement et de reprise des relations entre les deux pays. Les élections législatives en Éthiopie. Les électeurs ont voté massivement ce lundi. Un scrutin sans surprise. Une large victoire semble acquise au parti de la prospérité du Premier ministre sortant Abiy Ahmed, candidat à sa propre succession. Ces élections sont perturbées dans 2 régions, théâtre de conflits. La correspondance de Tom Kennedy. Plus de 50 millions d'Éthiopiens se sont inscrits pour ces élections, mais tout le monde s'attend du même résultat. En 2021, dans les dernières élections, le Premier ministre Abiy Ahmed et son parti de la prospérité ont gagné avec 96% du vote. Et ces élections, on attend un résultat similaire. Mais 70% du pays est affecté par des conflits et beaucoup de ces régions ne pourraient pas participer dans ces élections lundi. Par exemple, dans la région de Amara, il y a le milice de Fano qui mène une guerre contre le gouvernement. J'ai des sources dans la capitale de cette région, Baïdar, qui m'ont dit que ce milice a menacé aux résidents là-bas de ne pas sortir de leur maison pendant le scrutin. Également, dans la région de Oromia, il y a des affrontements avec des groupes armés, notamment le OLA, l'armée Libération Oromo, qui a imposé un barrage routier qui va durer 7 jours. Ils ont également menacé aux résidents là-bas de ne pas participer aux élections. Finalement, dans la région au nord du Tigré, où il y a eu la guerre entre 2020 et 2022 qui a fait plus de 600 000 morts, toute la région sera exclue de ces élections. Alors l'enjeu pour le Premier ministre Abiy Ahmed aujourd'hui, ce n'est pas s'il peut gagner ces élections, mais plutôt s'il peut contrôler cette situation sécuritaire dans une Éthiopie de plus en plus fracturée. Et en Guinée, les électeurs sont dans l'attente des résultats au lendemain du double scrutin législatif et communal. Les opérations de dépouillement et des bulletins et de centralisation des procès-verbaux se poursuivent à travers le pays. Dans une interview accordée à France 24, la directrice générale a promis des élections libres, crédibles et transparentes. Elle a également annoncé que les résultats officiels seraient disponibles dans un délai de 48 heures. Écoutez-la au micro de notre correspondant Malik Diakité. Les garanties de transparence pour ces scrutins sont là. On a plus de 10 000 observateurs au niveau local, mais au niveau international, on est à plus de 1 000 observateurs internationaux qui viennent de la CEDEAO, de l'Afrique et d'ailleurs. Il y a également l'Union africaine et il y a l'Organisation internationale de la francophonie, mais il y a les ambassades qui font de l'observation diplomatique. On a quand même introduit les observateurs indépendants qui sont des députés qui viennent de la France, du Sénégal, un peu partout. Les supporters sénégalais seront-ils privés du mondial américain, placé depuis la fin 2025 sur la liste noire de l'immigration américaine par un décret de Donald Trump? Depuis, sauf exception, les demandes de visa sont systématiquement rejetées. Même 6 membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football se sont vus refuser une entrée aux États-Unis. Reportage de notre correspondant à Dakar, Elie Mandao.
Le 12e Gaïndé veut garder espoir. Ce célèbre groupe de supporters sénégalais ne devrait pas être du voyage pour la Coupe du Monde aux États-Unis après les restrictions migratoires imposées par l'administration Trump au Sénégal. Son président espère qu'une solution diplomatique sera trouvée pour obtenir des visas pour ses équipes. Et nos autorités sont toutes là à nos côtés pour voir quels voies et moyens pour que vraiment ce 12e Gaïndé fasse le déplacement. Mais à défaut d'avoir les moyens de notre politique, nous allons appliquer la politique de nos moyens. Si les États-Unis ont levé la restriction sur le versement d'une caution comprise entre 5 000 et 15 000 $, l'obtention du visa US est toujours difficile pour les ressortissants sénégalais. La Fédération sénégalaise de football comptera sur la diaspora sénégalaise pour garnir les gradins nord-américains. C'est dommage, c'est vrai que c'est dommage pour le 12e Gaïndé qui nous accompagne depuis pratiquement une trentaine d'années. Bon, c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive, mais bon, on va s'adapter. Les Sénégalais qui sont aux États-Unis sont pressés que l'équipe arrive pour qu'ils les supportent et je pense qu'ils seront à la hauteur. Les associations de défense des droits des migrants sénégalais comme Horizon Sans Frontières estiment que les restrictions américaines pour assister à la plus grande messe du football mondial sont incompréhensibles. La fête est déjà gâchée parce qu'on ne peut pas organiser un mondial de football sans les supporters. C'est du jamais vu. Il faut que le Sénégal, quand même, diplomatiquement, proteste. Il faut saisir la FIFA, il faut saisir les organisations des droits humains. Le Sénégal, qui participe à sa 4e Coupe du Monde, entre en lice le 16 juin à New York face à la France. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.